23 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Alain Bauer au milieu de nos invités. Bonsoir mon cher Alain, professeur de criminologie, auteur de 2 livres formidables, Opération Zelensky, menace sur Taïwan. On en parlera dans un instant. On va écouter le procureur de Chaumont qui s'est exprimé juste avant cette émission. Il est revenu sur le meurtre, l'assassinat de cette surveillante de 31 ans et les raisons qui ont poussé cet adolescent de 14 ans à prendre un couteau chez lui dès le samedi précédent, donc l'attaque du lundi, pour se venger d'une surveillante qu'il avait admonestée en classe. Écoutez le procureur. Il établit peut-être lui-même un lien entre le fait d'avoir été sermonné par une surveillante vendredi 6 juin, alors qu'il embrassait sa petite amie au sein du collège. Il précise que cette surveillante n'est pas celle qui sera sa victime le mardi 10 juin. À la suite de cet incident de vendredi, il déclare avoir ressassé, dès le lendemain, samedi 7, le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il précise d'ailleurs avoir, mardi matin, après le petit déjeuner, pris le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts. Le mis en cause nous indique ne pas avoir eu de grief particulier contre cette surveillance et ne pas la cibler particulièrement. Il voulait s'en prendre, selon ses dires, à un membre du personnel d'encadrement avec un ciblage plus précis sur les surveillantes de cet établissement, mais je reprends encore une fois ces termes, n'importe laquelle. Mise en cause nous déclare avoir eu l'intention de tuer. Avoir eu l'intention de tuer. Alain Bauer n'exprime aucun regret, aucune compassion lors de sa garde à vue. C'est un scénario glaçant d'un ado de 14 ans qui passe à l'acte. Oui, mais répétitif. C'est-à-dire que nous connaissons depuis une dizaine d'années une augmentation massive, inédite, intense, rapide de la pulsion de mort, comme disait Jacques Mérine. Qu'il avait très bien expliqué, c'est-à-dire le moment où tout ce qui était inhibition, contrôle, responsabilité a tendance à disparaître avec une population qui est de plus en plus violente globalement, mais de plus en plus jeune, toujours très majoritairement masculine, aux alentours de 90%, un peu moins. La moitié aujourd'hui des actes homicides ou tentatives d'homicide, ce que j'appelle les homicidités, se font à l'arme blanche, la moitié. Et la quasi-totalité des attentats terroristes de 2024, tentés ou réussis, se sont faits à l'arme blanche. Aussi. Il y a donc un transfert et donc une immense régression, puisque l'arme blanche était l'arme des Apaches il y a 100 ans, un peu moins de 100 ans, un peu plus de 100 ans, pardon. Un gang, c'était un gang de... C'était des gangs, des bandes et des gangs de qui affirmaient leur virilité et leur contrôle du territoire en se surinant, le surin étant un des innombrables outils. Je précise d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est que dans les chiffres donnés par l'Éducation nationale, on vous parle beaucoup des couteaux. Vous avez une catégorie à part qui s'appelle « autres objets » qui vont de la règle biseautée, la règle pour la classe, pour faire des traits, à des tournevis, toute une série d'équipements dont la plupart d'entre eux ne sont pas faits pour se défendre, mais pour agresser. Pour agresser, terrible. Et donc, il y a une régression historique d'un processus de civilisation qui avait permis de manager, de contrôler et de réduire la violence en général, la violence des jeunes et des adolescents, cet âge un peu bizarre que nous avons inventé administrativement, mais qui ne correspond à rien biologiquement, jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et cette régression est en phase d'accélération. Alors, c'est pas ce que disait Laurent Nunez, qui était sur notre antenne chez Sonia Mabrouk ce matin, le préfet de police de Paris. Il dit « la France n'est pas un coupe-gorge ». On l'écoute et puis on ouvre le débat là-dessus. Les chiffres continuent de baisser, la délinquance baisse, donc dire que la France est un coupe-gorge me paraît très exagéré comme formule. En revanche, le fait que, et il faut s'en inquiéter, chez les mineurs, on ait une montée de la violence. Nous, on le voit sur l'agglomération parisienne, dans les affrontements entre bandes, où de plus en plus d'armes blanches sont utilisées. Ces affrontements augmentent légèrement, donc c'est une vraie préoccupation. On le voit effectivement dans des rixes qu'il peut y avoir entre jeunes, où très rapidement, effectivement, des armes blanches sont utilisées. Alors, donc, c'est pas un coupe-gorge, en même temps, la criminalité augmente, Geoffroy Lejeune, on a du mal à trouver le juste milieu.
Écoutez, moi, ça fait 15 ans que je m'intéresse à ce genre de sujet, notamment parce que je suis journaliste et que je traite l'actualité. Je suis plus convaincu par ce que je viens d'entendre dans la bouche d'Alain Bauer que par ce que j'ai entendu dans la bouche de Laurent Nunez, qui par ailleurs fait tout ce qu'il peut. C'est peut-être pas un coupe-gorge, mais aujourd'hui, ça concerne toutes les catégories de la population, tous les endroits, et ça arrive tous les jours. Moi, je ne veux pas rentrer dans un débat statistique, mais ça s'appelle un pays où tous les jours des gens meurent sous les coups de couteau, ou en tout cas, il y a des agressions à coups de couteau, le fameux chiffre de 120 dont on ne sait pas s'il est vrai ou s'il est minimisé. Enfin, voilà, la responsabilité d'un politique ou du préfet de police de Paris, c'est de dire ça n'est pas possible, comment on fait. Et c'est pour ça que moi je déplore la mauvaise qualité, la faible qualité de la réponse politique à ce qu'on entend aujourd'hui, parce que on n'est pas arrivé là par hasard complètement. Si on vit quelque chose d'historique, comme le disait Alain Bauer, c'est peut-être parce qu'il y a des actes qui ont été posés, des discours qui ont eu un impact. Tout à l'heure, Jean-Sébastien faisait écho à Françoise Dolto, qui a été la papesse d'une nouvelle manière d'éduquer les enfants, qui a apporté des fruits désastreux. Il y a des causes qui ont eu des conséquences. Aujourd'hui, on est en train de constater les conséquences dramatiques. Peut-être changeons la manière de penser à tout ça. Alain Bauer, vous en pensez quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, le préfet de police de Paris parle de Paris. Et à Paris, il y a un plan anti-couteau qui permet effectivement une baisse de ce qui est enregistré dans les phénomènes à la fois des homicides, des tentatives d'homicide, mais pas des coups et blessures volontaires et pas des attaques entre bandes. Donc on ne peut pas lui faire le procès d'eux. Mais ce qu'il dit n'a pas de réalité au niveau national où la dégradation est considérable. Et puis en plus, on n'est pas dans un débat statistique. Les cadavres sont bien comptés dans ce pays depuis 1539 et la création de l'État civil par François Ier. Donc on sait très bien qui meurt, de plus en plus de quoi on meurt et dans quelles conditions on meurt. Il se trouve qu'en 2011-2012, nous avions 700 homicides en France. Facile, hein, c'est pas la police qui le dit, c'est les hôpitaux, les croque-morts et les pompes funèbres. Donc on a 3 sources concordantes et que l'année dernière, nous avons dépassé le cap des 1000 homicides et 5000 homicides et tentatives, ce que j'appelle les homicidités, le pire chiffre que nous ayons connu depuis 1972. Voilà. Mais sur Paris, il faut lui reconnaître cela. L'agglomération parisienne, c'est moins vrai parce qu'à cause de l'Essonne et de quelques départements, mais sur l'agglomération parisienne, c'est pas exact. Sur Paris, c'est vrai qu'il y a un contrôle du niveau d'inquance dû essentiellement à la mise sous cloche due aux Jeux Olympiques. Il y a un effet exceptionnel, mais réel, de maîtrise d'une partie de la criminalité et de la délinquance, mais pas la pire et pas les violences entre bandes. Vous restez François Bayrou, il était tout à l'heure au Sénat. Il s'est notamment insurgé contre le fait que ces ressortissants français qui ont pris un bateau pour se rendre à Gaza soient qualifiés d'otages par une partie de la gauche. Écoutez le Premier ministre. Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. Voilà pour la réponse claire, nette et précise, Noémie Alluat, du Premier ministre. Oui, il a évidemment entièrement raison, c'est indécent. On voit que la France insoumise instrumentalise les termes, il les retourne, il les manie comme ils le veulent. Évidemment, ce ne sont pas des otages, les ressortissants, et notamment Rima Hassan, qui sont en ce moment en Israël. Ce n'est pas un génocide qui a lieu. Ce sont des mots qui sont complètement instrumentalisés, qui ne veulent plus rien dire. On est vraiment dans une sorte de totalitarisme qui est porté par les militants et les députés de la France insoumise. C'est une honte. C'était important d'écouter le Premier ministre. On a été rejoint aussi par Édouard Tétrault. Bonsoir Édouard. Bonsoir Laurence. On est mercredi, c'est le jour de sortie du JD News dans votre contre-proposition numéro 16. On va parler de défense, qui va passionner Alain Bauer, parce que c'est évidemment un de ses sujets de prédilection. Et vous dites qu'il faut sortir du mensonge sur la défense en réarmant vraiment nos forces armées. C'est pas le cas aujourd'hui ? Non. Enfin, alors vous savez que j'aime les chiffres, et notamment les très gros chiffres. Alors je vais vous en donner quelques-uns. En 30 ans, le monde entier se réarme, et on n'a pas attendu Vladimir Poutine. En 30 ans, en fait, les dépenses militaires dans le monde ont doublé. En fait, on est passé de 1300 milliards de dollars à 2700 milliards de dollars. Et alors nous, en 2017, on avait un budget de défense 30-35 milliards. Et puis là, il y a la fameuse LPM, c'est le trigramme magique. On n'a jamais fait pareil. Loi de programmation militaire. 430 milliards de dollars sur 6 ans. Qui dit mieux ? En fait, la sécurité sociale, parce que sur 6 ans, la sécurité sociale fait 3 000 milliards d'euros. Passons. Mais en fait, quand on creuse,
Le compte n'y est pas. Alors on dit on est passé à 50 milliards d'euros de budget défense. Le compte n'y est même pas du tout. Alors il y a plusieurs records qui sont battus. D'abord, le nombre de commandes d'armement et de munitions cette année. Là, on va arriver à la mi-2025. C'est zéro. C'est epsilonesque. Les drones, ils sont pas là. Les missiles, ils sont pas là. Les munitions, il n'y a rien. L'État n'a passé commande de rien auprès des industriels. Les industriels râlent à juste titre en disant mais comment vous voulez qu'on rattrape nos retards quand vous voulez si vous ne nous passez pas commande. Deux autres chiffres, je ne veux pas être trop... on a battu un record qui sont les reports à nouveau. C'est-à-dire 8 milliards d'euros de dépenses qui devaient être 2024 payées en 2024, mais on va les payer l'année d'après. 99 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, en fait, c'est des dépenses qui n'ont pas de crédit de paiement. En fait, on est en train de se moquer de nous. Malgré les efforts exceptionnels et dans la durée du ministre de la Défense, malgré nos chefs d'état-major qui nous disent « Attention, il y a la guerre aux portes de l'Europe, allons-y ». En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés d'avaler, l'image, ils sont obligés d'avaler des couleuvres 10 fois plus grosses que celles de Pierre de Villiers, qui lui a eu le courage de s'en aller, alors qu'on lui avait menti sur, entre guillemets, seulement 900 millions d'euros. Donc ma proposition, c'est évidemment pas de menacer de démissionner d'ici au 14 juillet, parce que ça serait excessif. Ça serait de la sédition. Ça serait la sédition, mais c'est de prendre à témoin, ils sont où les blocages? Ils sont, pardon d'appeler un chat à chat, ils sont à l'Élysée, ils sont un peu à Matignon, ils sont beaucoup à Bercy. Okay. Et c'est de dire à messieurs Macron, Lombard et Bayrou, si vous êtes sérieux, arrêtez de nous raconter des sornettes. C'est pas avec du Doliprane qu'on va gagner la guerre. C'est pas avec du non-déremboursement de médicaments qu'on va gagner la guerre. C'est avec des missiles, des drones et des commandes d'État. On va avoir un magnifique salon du Bourget qui démarre la semaine prochaine, qui sera exceptionnel, qui va montrer toutes nos prouesses que les armées du monde entier nous achètent, mais pas la nôtre. Il faut arrêter. Bon, Alain Bauer, vous validez? Totalement, mais c'est même pire que ça, si je peux me permettre, oui. Dans la série. Voilà. J'explique ça d'ailleurs souvent dans les livres, pas toujours très sérieux, notamment ceux-là qui sont une manière de romancer la réalité. C'est que depuis 20 ans, nous avons désarmé, déconstruit, dilué, dilapidé, et qu'il manquait déjà, sur les crédits passés, au moins 200 milliards d'euros de sommes qui auraient dû être versées aux armées. Nous avons une armée échantillonnaire et expéditionnaire. Alors expéditionnaire, on ne sait plus où aller puisqu'on a été viré de partout sous les dernières années, puisque l'essentiel de notre paysage africain s'est réduit à quasiment rien. Et puis échantillonnaire, car on a un peu de tout, beaucoup de rien, mais que nous ne sommes pas capables d'aligner, de défendre plus de 80 km en profondeur notre territoire, qu'il nous manque des centaines d'avions, qu'une partie d'entre eux sont cannibalisés, qu'une partie des chars n'existe que sur le papier, et que les armées ont été dépouillées, véritablement dépouillées. Tout le système de service public français, qui est le cœur de l'État central à la française, a été déchiqueté par l'idée d'une globalisation heureuse, une sous-traitance générale, une perte totale de souveraineté. Et aujourd'hui, on est dans la fumée. C'est-à-dire beaucoup de promesses et pas grand-chose. Et c'est valable pour le ministre de l'Intérieur comme pour le ministre de la Défense, ou des Armées, qui se battent avec le chef d'état-major tous les jours pour essayer de déclencher à Bercy l'idée de pouvoir passer une commande. Ça ne veut même pas dire la payer, passer une commande. Et effectivement, entre les reports, l'argent qui n'a jamais été versé et celui qui ne sera pas versé, il n'y a toujours pas d'armée digne de ce nom pour défendre le territoire national. Alors, je ne parle même pas d'aller ailleurs. Dernier mot rapidement, parce que c'est la pause, Jean-Sébastien. Pour aller dans ce sens-là, hier, Mark Rutte, qui est l'ancien Premier ministre néerlandais, actuel secrétaire général de l'OTAN, donnait ce chiffre impressionnant à mon sens. Tous les 3 mois, la Russie produit 1500 chars, tanks, 3000 véhicules blindés et 200 missiles Iskander. C'est l'équivalent de ce que produit l'OTAN, tous les pays de l'OTAN à eux seuls en un an. C'est-à-dire que la Russie en 3 mois fait plus que tous les pays de l'OTAN en un an sur ces armements-là. Et le secrétaire général de l'OTAN disait que nous ferions bien de nous réveiller parce que si nous devons aller vers plus de guerre, nous ne serons pas en mesure de nous défendre. Petite pause, on continue.